Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement d'une nouvelle série de séminaires. Après droit et pop culture, droit comparé de la propriété intellectuelle, voici un cycle de conférences dédié à l'écosystème de la propriété intellectuelle. Cet espace de réflexion et de débat a pour but de fédérer les protagonistes du vaste écosystème de la propriété intellectuelle et de leur donner la parole. Dans cette perspective, le CEPI aura la chance d'accueillir des spécialistes issus de tous les secteurs du monde de la propriété intellectuelle, venus de France et de l'étranger, avec lesquels le CEPI entretient de solides liens de collaboration. Pour cette conférence inaugurale, nous accueillons l'IDF Rights, l'Institute for Digital Fundamental Rights, avec son président, que l'on ne présente plus, Jean-Marie Cavada, sa déléguée générale, Colette Boucart, et l'un de ses membres actifs, Benjamin Martin Tardiva, qui est d'ailleurs un ancien du CEPI. Cet institut poursuit trois objectifs. L'étude, la promotion et la défense des droits fondamentaux au sein du monde numérique, la production de standards sectoriels ou thématiques par lesquels des acteurs publics et privés concernés par un même domaine s'entendent sur un mode de circulation des données, intégrant des règles juridiques et éthiques, respectueuses des réglementations existantes ou précédant l'établissement de dispositions purement réglementaires. Et enfin, troisième objectif, l'information la plus large possible autour des questions posées par la circulation et l'utilisation des données numériques. Sans surprise, la thématique retenue pour cette conférence inaugurale est donc celle des données, et plus précisément, les données, la grande affaire de l'Europe. Je vous laisse donc ce soir entre les mains expertes de nos trois intervenants, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, et de Franck Macresse, directeur du laboratoire de recherche du CEPI, qui assurera la présidence de ce séminaire et la modération des débats. Je vous souhaite une excellente conférence. Alors, merci beaucoup, Yann. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On vient de changer d'heure, alors on est entre 2 heures. Quelques mots de présentation un petit peu plus poussés, mais on va faire les choses rapidement parce que vous êtes tous présents pour écouter nos intervenants. Moi, je voulais simplement, pour présenter l'Institut des droits fondamentaux numériques, je suis allé simplement sur leur site web et vous citer quelque chose qui me parle particulièrement. C'est la fin de cette courte présentation qui nous dit « Nous travaillons à la pédagogie des risques, à l'élaboration de doctrines, au pluriel, à partir de cas concrets, à la promotion de normes et de standards sécurisant les problèmes rencontrés par les entreprises et organisations, et à soutenir les législateurs et gouvernants nationaux et de l'Union européenne, avec un matériel juridique modernisé. » Alors, pour le juriste enseignant-chercheur, et pour le citoyen que je suis, c'est un excellent programme. Je crois qu'il y a une vraie synergie par rapport au rôle que nous, on a comme enseignants et qu'on a à l'université. Et c'est naturellement qu'on se retrouve ensemble avec l'Institut qui a été fondé par Jean-Marie Cavada. Alors, nos intervenants, ils sont au nombre de 3, mais le troisième va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais commencer par Madame Colette Boucart, qui est juriste de formation, qui a été directrice de cabinet pendant 2 mandats, je crois, de Monsieur. Pendant 3 mandats, alors pendant 15 ans, alors. Oui. Directrice donc de cabinet de Jean-Marie Cavada pendant toutes ces années, juriste de formation, je le disais, spécialisé en propriété intellectuelle, et évidemment, en ayant suivi toutes les réformes de ces 15 dernières années, au moins, sur les questions de propriété intellectuelle et de numérique qui vont nous intéresser ce soir. Par ordre alphabétique, hein, c'était comme ça que je l'ai pris. Jean-Marie Cavada, alors qu'on ne présente plus, et puis on dit ça, en fait, c'est pour le présenter. Mais, juste, je voulais quand même préciser quelque chose. En 15 ans de mandature en tant que député européen, Jean-Marie Cavada a été président de la Commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures, président du groupe de travail sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle, vice-président de la commission des affaires juridiques et président de l'intergroupe Média. C'est vous dire si le sujet d'aujourd'hui intitulé « Les données, la grande affaire de l'Europe », c'est quelque chose qui l'intéresse particulièrement et pour lequel il peut justifier d'une compétence particulière. Alors voilà, le sujet
le sujet est extrêmement vaste. Et simplement un mot, et ensuite je vous laisse la parole. Sur le déroulé de notre séance, on a prévu une trentaine de minutes de présentation par M. Cavada, Mme Boucart, et notre troisième intervenant, dont je vais dire un mot, c'est M. Benjamin Martin Tardiva, qui va, j'allais dire comme son nom l'indique, mais qui va arriver un petit peu tardivement parce qu'il est en train de plaider, parce qu'il est avocat. Il est spécialisé en droit des données, tant sur les aspects de droit des données personnelles que sur les questions de propriété intellectuelle. C'est, m'a-t-on dit, un ancien du CEPI. Je ne crois pas l'avoir connu comme enseignant, mais c'est un ancien du CEPI. Et donc il nous apportera son regard de praticien, d'avocat. Donc, nous avons prévu une trentaine de minutes de présentation, et puis je crois que c'est important d'avoir des échanges, et on sera là ou je serai là pour relayer les questions que nous vous invitons à poser. Alors, une trentaine de minutes, quand on en a parlé il y a quelques jours, il me semble que c'est ambitieux, ça sera peut-être un petit peu plus. En tout cas, moi, personnellement, ça serait plutôt un sujet de thèse de doctorat sur plusieurs années et sur quelques centaines de pages, mais votre art de la synthèse va être mis à l'épreuve dès à présent. Merci beaucoup pour votre présence et nous sommes très heureux de vous écouter ce soir. D'abord, merci de votre trop gentille présentation. Et je veux d'abord commencer par saluer les très nombreux participants qui se sont inscrits, puisque de toutes les conférences que nous avons faites cette année, c'est de loin la plus fournie en demande de participation. Donc, c'est d'abord, avec votre permission, M. Bazir et M. Magrès, que je me tournerai vers eux pour les remercier de leur présence, pour deux raisons. Parce que quand on fait une conférence débat, c'est toujours agréable de ne pas parler dans le vide, mais c'est surtout parce que je sens bien qu'à l'unisson, il y a beaucoup d'interrogations, quels que soient les points de vue que l'on puisse avoir d'ailleurs. Il y a beaucoup d'interrogations. Vous n'êtes pas les seuls, mesdames et messieurs, qui êtes en ligne. Vous n'êtes pas les seuls. Je dirais que si les données sont en train de devenir la grande affaire de l'Europe, malgré les questions budgétaires, les questions de prêts, les questions d'endettement, si les données sont en train de devenir cette grande affaire, c'est au fond parce que déjà l'Europe a été depuis longtemps à l'initiative d'une certaine volonté de régulation. Et puis on a vu entrer en scène d'autres pays, d'autres continents. C'est le cas maintenant pour un autre continent que vous avez sans doute en tête, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont mené des batailles, notamment sur les droits d'auteur et notamment sur les droits voisins, c'est-à-dire la reconnaissance du partage des recettes générées par les contenus de presse. Mais à une certaine surprise, et je dois dire, j'y vais avec prudence, c'est aussi ce qu'on voit émerger depuis maintenant un peu plus d'un an aux États-Unis. Les données sont aussi la grande affaire du comportement du capitalisme numérique américain vis-à-vis des citoyens américains, vis-à-vis des juges et notamment des procureurs d'une quarantaine d'États fédérés aux États-Unis, et notamment vis-à-vis d'un certain nombre d'États, je prendrai en exemple la Californie, qui ont pris des lois, des mesures d'encadrement. Je voudrais tout de suite clarifier un malentendu éventuel. Vouloir réguler le numérique, c'est naturellement vouloir accorder ces instruments avec les nécessités des sociétés et surtout des citoyens. Des citoyennes et citoyens dont aucun ne veut devenir, comme je le fais souvent remarquer, aucun ne veut devenir le smartphone de son smartphone. Tous les citoyens de ce pays et tous les États des différents pays sont bien d'accord pour penser qu'il faut veiller à ce que ceci reste un instrument au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'instrument. Et dans ces conditions, si l'Europe est très tournée vers cette question des données, elle doit regarder dans deux grands domaines. Le domaine des droits de l'homme, si vous regardez la Charte des droits fondamentaux, qui est extrêmement ambitieuse, généreuse et qui correspond, je dirais, à la mise en musique, à l'orchestration des valeurs européennes telles que nous les avons fait prévaloir pour construire l'Union européenne, c'est-à-dire le respect des individus, le respect des libertés, hein, eh bien, il y a naturellement dans cet univers de la Charte des droits fondamentaux un aggiornamento à faire, car la Charte a été écrite alors que
Le numérique n'était au fond que dans les laboratoires, entre les mains des ingénieurs mathématiciens ça n'était pas le fait de très grandes compagnies qui aujourd'hui ont des pouvoirs extrêmement importants. Tout l'univers de la Charte des droits fondamentaux doit être petit à petit accordé aux problèmes nouveaux que le numérique pose, et je devrais dire presque l'inverse. Comment accorder et faire respecter par les services du numérique ce que nous indique la Charte des droits fondamentaux en matière de respect des individus, en matière d'un certain nombre de règles, et notamment, je dirais, des bases démocratiques de la société, c'est-à-dire ce qui fait qu'un socle du bien vivre ensemble tient debout, en tout cas dans notre Europe. Ça, c'est un univers. Et puis, il y a une deuxième jambe, si l'on veut considérer cette affaire des données et tout le rôle qu'elles vont jouer en Europe dans les années à venir, et d'ailleurs dans les mois qui viennent immédiatement. C'est les pratiques commerciales. Les pratiques commerciales, vous l'avez observé sans doute, aux États-Unis sont devenues extrêmement tolérantes, bien plus que l'État fédéral américain ne l'avait jamais toléré pour d'autres choses. Par exemple, il avait démantelé, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, AT&T, c'est-à-dire la grande compagnie des télécommunications américaines. Et auparavant, tout le monde a en vue encore ou en mémoire dans ses livres d'histoire le démantèlement des compagnies pétrolières ou la loi antitrust qui est prise contre l'industrie automobile et notamment Ford. Là, il y a eu une tolérance extraordinaire. On pourrait en analyser les raisons, elles ne sont pas toutes pures. Il faut bien voir qu'il y avait de l'argent qui a circulé entre le numérique et la politique. Mais en tout cas, c'est une question sur laquelle aujourd'hui, les États-Unis sont en train de bouger. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais depuis quelques mois, les auditions se succèdent au Congrès et les objurgations des élus vont finir par aboutir à des textes ou en tout cas à une volonté de réglementation. Comme je suis quelqu'un de méfiant, je pense que cette affaire, c'est comme en amour, il n'y a que des preuves. Attendons d'avoir les preuves pour voir si oui ou non les États-Unis se mettent, je dirais, à ranger le numérique comme une des nombreuses industries qui doit obéir à des lois, et celle-ci plus spécifiquement puisqu'elle touche les individus, puisqu'elle organise leur vie, puisqu'elle possède à peu près tout sur tout le monde. Ça, c'est la charte, je dirais, des droits fondamentaux. Et puis, il y a la charte des règles du commerce. Les règles du commerce, je viens d'en dire un mot pour les États-Unis, mais ces deux questions-là, pour l'Europe, se posent d'une façon assez drastique. L'Europe avait commencé dans les deux domaines à réglementer. Je vous rappelle qu'il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, on a créé un contrôleur des données. Je vous rappelle que petit à petit, des dispositions en termes de règlement et surtout en termes de directives ont été prises pour réguler précisément les pratiques du numérique. Et évidemment, le numérique évoluant très vite, son emprise et son importance auprès des citoyens d'une part, auprès des règles de l'économie d'autre part, étant devenues extrêmement importantes, et l'argent accumulé donnant une puissance presque égale à certains États, il faut que l'Europe maintenant prenne des mesures. Elle a fait deux choses assez importantes dans la décennie 2010. Elle a mis au point le fameux RGPD qui comporte, j'en conviens, quelques inconvénients, c'est vrai, c'est assez compliqué, surtout pour les petites et les moyennes entreprises, mais au fond, c'est quand même le premier continent au monde qui a posé la base du respect d'un règlement pour faire respecter les données personnelles et pour considérer que ces données étaient d'abord la propriété d'individus qui devaient consentir. Et puis, l'autre étape, ce fut, le règlement, le RGPD a été promulgué en avril 2018, appliqué au mois de mai 2018 partout en Europe. Et puis après, l'autre étape, ce fut celle des droits d'auteur pour le partage des ressources de la création artistique lorsque les plateformes s'en servent pour générer leur commerce et leurs recettes et leurs bénéfices. Et aussi, surtout, d'une façon, je dirais, presque encore plus dangereuse, le partage des ressources avec la presse, dont les contenus de presse sont agglomérés, pris, souvent pillés ou payés à vil prix par les plateformes, et qui, naturellement, là aussi, donnent aux plateformes des éléments de ressources et de vente. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à peu près 70% de la publicité en Europe, en tout cas, c'est le cas en France, avec 76% pratiquement, va vers les plateformes, et les 25 qui restent va
vont vers les médias traditionnels, la presse écrite, la radio et la télévision, c'est-à-dire qu'à terme, s'il n'y avait pas eu cette loi sur le droit d'auteur et le droit voisin, le droit d'auteur c'est la création artistique, le droit voisin c'est la création de presse, eh bien, il fallait s'attendre à ce qu'un nombre très important de titres ou de stations de radio ou même de télévision ferment la clé sous la porte, les journalistes à la porte, les employés à la porte. C'est d'ailleurs ce qui a failli arriver en Australie et c'est la raison pour laquelle le gouvernement australien, depuis l'été dernier, d'ailleurs, est entré en bataille contre les GAFAM, notamment contre Google et contre Facebook, pour obtenir de meilleures rémunérations des contenus qu'ils payent, eux, pour les fabriquer, la presse, et qui sont pris ou payés à très vil prix par les plateformes. Ils ont trouvé un accord, les choses sont en train de s'organiser. L'Europe, elle a affaire, au fond, depuis quelque temps, à une troisième étape qu'elle veut envisager. Cette troisième étape, c'est une sorte de virage historique. C'est vrai que l'Europe, qui a été le premier continent au monde à vouloir poser la question des règles normales, faire en sorte que les GAFA soient un commerce normal, ordinaire, qui a ses règles, qui a ses lois, mais ces lois sont celles des États ou celles des individus. Eh bien, la troisième étape que l'Union européenne a décidé de prendre, c'est celle, au fond, d'une régulation plus importante, d'une régulation plus stricte. Cette régulation, vous la trouverez, vous l'avez sans doute d'ailleurs lu, pour beaucoup d'entre vous, dans deux documents. L'un, proposé par la Commission européenne le 15 décembre, c'est celui des règles du commerce qui vont se renforcer. Pourquoi fallait-il renforcer les règles du commerce? Parce qu'en Europe, les gars encore beaucoup des règles du commerce. Deuxièmement, ils retiennent beaucoup de consommateurs prisonniers. Troisièmement, quand ils enfreignent des règles, et que les institutions traduisent devant la justice et que des pénalités sans doute fortes parfois sont décidées contre telle ou telle compagnie américaine des GAFA, ceux-ci se pourvoient devant les tribunaux en appel, en cassation, enfin Dieu sait tout l'arsenal, et finalement, il se passe encore 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans avant que ces amendes soient payées. Il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Donc, il fallait renforcer cette affaire pour que les règles des compagnies internationales, et notamment numériques, sur le territoire européen, respectent nos règles du commerce. Le deuxième domaine, qui a été présenté aussi le 15 décembre, mais cette fois par M. Breton, le premier l'avait été par Mme Vestager, qui est assez solide et qui a du caractère. Et quand on fait ce métier, il faut avoir du caractère. Et comme dit le proverbe, je ne connais pas de gens qui aient du caractère et dont on puisse dire tout le temps qu'ils soient bons. Il faut être un peu bagarreur. Il faut imposer des choses. La deuxième jambe, si je puis dire, que les Européens, le 15 décembre, ont posée sur la table, c'est celle de la régulation des services numériques. L'un s'appelle le DMA, Digital Market Act, Mme Vestager. Le deuxième s'appelle DSA, Digital Services Act, qui a été déposé par M. Breton. Alors, le DMA est sans doute un peu plus sévère que le DSA. Mme Bouquert en parlera un peu dans le détail. Et moi, je voudrais dire, dans la dernière partie de mon exposé, la chose suivante. Si l'Europe veut dominer sa souveraineté numérique, qui est une affaire extrêmement grave, c'est comme si elle renonçait, si elle ne domine pas sa souveraineté numérique, c'est un peu comme si elle renonçait à sa souveraineté économique. C'est comme si elle abandonnait une partie de sa richesse qui s'évaporerait hors de ses frontières. Par conséquent, c'est extrêmement grave et extrêmement important. Pour réussir cet exploit de la souveraineté numérique, les deux propositions du 15 décembre que je viens d'expliquer n'y suffiront pas. Ils ne suffiront pas parce qu'il faudra encore faire une étape plus importante, non seulement pour durcir notamment le DSA, mais surtout pour répondre à deux questions fondamentales. La première, c'est améliorer les règles du droit qui régissent le couple, libertés individuelles et collectives d'une part, numérique d'autre part. Et ceci est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose que je veux dire, c'est que pour aboutir à sa souveraineté numérique, il faudra que l'Europe puisse s'équiper de cloud. Il y a un très grave problème actuellement en Europe. Un certain nombre d'organisations, qu'il s'agisse d'entreprises privées, les grosses, qu'il s'agisse d'administrations publiques et même parfois de la défense nationale,
disposent de données qu'elles sont obligées de faire stocker sur des clouds américains. Or, vous savez qu'aux États-Unis, il existe une loi qui s'appelle le Digital Service ou numérique, non, le Digital Act en tout cas, qui date d'un peu avant, me semble-t-il, autour du 11 septembre 2001, qui autorise les administrations américaines d'une part, et y compris les services de renseignement, à venir fouiller les données des pays étrangers dont les données sont hébergées aux États-Unis. Et il y a là une sorte de vassalisation des données européennes qui est extrêmement préjudiciable si nous n'arrivons pas à récupérer notre souveraineté. Pour récupérer notre souveraineté, il faut donc répondre à deux conditions. Avoir des clouds pour héberger les données des Européens, qu'il s'agisse de données privées, qu'il s'agisse de données des entreprises, dont c'est quand même le cœur de la future richesse, ou des données administratives, jusqu'à y compris des données de défense ou d'éducation. Il faut des clouds suffisamment puissants, européens, hébergés sur le sol européen, maniés par les seuls Européens, et qui permettent, disons, d'avoir une capacité suffisante pour héberger ces trois types de données auxquels je viens de faire allusion. Ça n'est pas le cas. Parmi les gros qu'il y a en Europe, il y a OVH. Vous avez d'ailleurs, vous, Strasbourgeois, vu les malheurs qui lui sont arrivés il y a 15 jours. Mais bon, je pense que OVH va savoir réparer ça relativement vite. D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à une entrée en bourse pour une levée de capitaux qui va leur permettre d'investir à la fois dans l'agrandissement de leur capacité et aussi dans la sécurisation, une meilleure sécurisation de leur système. Et le deuxième point qu'il faut régler, à part le fait d'avoir un cloud pour récupérer sa souveraineté, c'est la capacité d'investissement, notamment des capitaux privés. L'Union européenne a déjà déversé pas mal d'argent dans le numérique. C'était la volonté du plan Juncker entre 2014 et 2019, mais les Européens n'étaient pas prêts et il y a eu sur les 300 milliards à peu près en circulation du plan Juncker, il y a eu, je vais dire, on va dire probablement un tiers à peu près qui est allé vers le numérique, et donc ce n'est pas beaucoup, 100 milliards et même probablement pas autant, ça n'est pas suffisant. Il y a là, dans le plan de relance européen, des capacités beaucoup plus importantes qui ont été mises de côté par la Commission européenne, de façon à ce que l'investissement dans le numérique se tourne autour de 300 milliards d'euros au moins. C'est déjà mieux. Mais ce sera encore insuffisant et c'est la raison pour laquelle il faut faire un mixte, c'est-à-dire de l'investissement des institutions publiques, nationales ou européennes, qui, à raison d'un levier de 1 pour 5 ou de 1 pour 7, dit-on, moi j'y crois pas beaucoup, 1 pour 5 c'est déjà pas mal. Le plan Juncker qui était basé sur cette équation-là n'a pas fonctionné comme ça, c'était plutôt 1 pour 3. Et donc que l'argent de l'investissement privé vienne compléter afin que les entreprises, ceux qui ont une expertise, un savoir-faire, puissent en effet disposer d'argent pour pouvoir développer leur système. Car nous avons un contraste tout à fait extravagant en Europe, c'est que nous avons des ingénieurs mathématiciens remarquables. Je vous signale notamment en France que c'est un grand pays de mathématiciens. Je crois que nous avons plus d'une dizaine de médailles Fields depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même une médaille Fields, vous savez, c'est le prix Nobel des mathématiques, qui n'existe pas, le prix Nobel mathématiques. Et donc, nous avons des gens, mais tous ces gens n'ayant pas trouvé le levier financier pour développer leurs inventions, leurs trouvailles, leurs projets de stratégie, ils sont partis un peu partout, et notamment aux États-Unis, ou bien dans d'autres compagnies. Et donc, voilà ce à quoi l'Union européenne a à faire face pour qu'elle puisse réussir dans le développement de cette grande affaire, en effet. Et j'en termine, grande affaire. Pourquoi une grande affaire? Parce que si vous réfléchissez un peu au sens d'une phrase que je vais vous citer, vous verrez que du point de vue des individus, du respect des individus, et du point de vue de la souveraineté économique des entreprises européennes, les données jouent un rôle absolument central. Madame von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, a dit il y a une quinzaine de jours, je crois, il n'est pas normal que tout ce qui est interdit dans la vie réelle soit autorisé dans la vie virtuelle. Et comme dirait l'autre, bravo, c'est bien vu, maintenant tu n'as plus qu'à le faire. Voilà où nous en sommes actuellement, des questions très importantes, fondamentales. Et donc, si vous le permettez, cher ami, je vous propose de passer la parole à Madame Boeckert.
Merci Jean-Marie. En fait, j'ai pas grand chose à ajouter parce que vous avez dit l'essentiel. Et toutes Pardon. ces questions européennes, on les a partagées et toutes ces expériences, on les a partagées et vécues. Donc, tout a été dit. Je pense que… Je crois que vous pourriez développer probablement quand même l'intérêt historique et en même temps les manques du DSA et surtout DMA. Oui. Non, surtout DSA, pardon. Sur le DSA. Alors, sur le DMA, je pense que le texte, enfin, du moins du point de vue de l'Institut, le texte est sans doute plus complet. En ce qui concerne le DSA, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas des avancées. Il y a des avancées réelles dans le DSA. Mais je pense que cette volonté d'avoir voulu limiter la responsabilité des plateformes et de ne plus utiliser le terme hébergeur mais services intermédiaires en disant que les services intermédiaires sont des services qui sont transparents, neutres, etc. et techniques, c'est déjà quelque chose. Mais le fait de limiter la responsabilité des plateformes en ne distinguant pas les plateformes actives qui font de la communication au public des plateformes, des hébergeurs, donc des services intermédiaires qui, eux, ne font que de transporter des contenus, est une très grave erreur. Parce que même la façon dont le DSA a présenté les systèmes gradués de responsabilité au fur et à mesure de l'importance des plateformes, il y a tellement dans ce texte qui devient un millefeuille de conditions à remplir pour pouvoir en fait être responsabilisé que les plateformes vont quasiment échapper à tout et ça va être un très grand risque. Ça, c'est une chose. Il y a bien évidemment tout ce qui concerne les contenus illicites. Alors, peut-être que les questions se poseront à savoir pourquoi est-ce que la Commission n'a pas été plus précise sur les définitions des contenus illicites. On le sait tous, c'est parce qu'il y a des interprétations différentes des contenus illicites et illégaux dans les États membres. Donc, on a plutôt laissé cette décision aux États membres en disant qu'il reviendrait aux États membres de définir ce que serait réellement un contenu illégal ou illicite. Personnellement, je trouve que le problème se posera rapidement parce que du fait de la mondialisation ou des plateformes et suivant le lieu où se poseront des litiges sur des contenus illégaux ou illicites, très vite on se retrouvera devant les tribunaux nationaux, puis devant la Cour, et puis bien évidemment à ce moment-là, la Cour de justice de l'Union européenne tranchera et la définition en elle-même du contenu illicite ou illégal sera définie par la jurisprudence de la Cour. Donc, même si c'est un problème, je pense que ça se réglera dans le temps. Après, c'est difficile de tout dire parce que je pense qu'il y a des avancées dans ce texte, mais je pense que la Commission n'est pas allée assez loin et qu'à chaque fois, elle met tellement de conditions pour que la plateforme se retrouve dans la situation de devoir rendre des comptes qu'à un moment donné, on aura des problèmes parce que même sur la modération des contenus, ça c'est une excellente chose. La modération des contenus, ça sera extrêmement important. Mais dans la mesure où où cette modération, bon, alors on sait très bien que les plateformes aujourd'hui font ce qu'elles veulent de leurs algorithmes et que quelquefois il faut être prudent parce que un contenu peut être illicite mais pas illégal. Donc, enfin du moins au sens que l'Union européenne le donne quelquefois. Donc, on comprend très bien qu'il faut respecter la liberté d'expression et les libertés personnelles. Donc, de ce côté-là, pardonnez-moi, Colette, si je vous interromps. Je vous en prie. Pour être très clair, on est aujourd'hui sur une directive ou une directive principale qui a un peu plus de 20 ans maintenant, prévoit, je vais le dire ainsi, l'irresponsabilité de ce qu'on appelle les intermédiaires techniques.
Donc, au jour d'aujourd'hui, la question, c'est de les responsabiliser. Bon, voilà, pour le contexte, hein, pour remettre les choses à leur place, c'est qu'il y a j'exagère un petit peu peut-être, mais une irresponsabilité, si ce n'est totalement légale, enfin, totalement juridique, mais au moins de fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes. À l'époque, en 2000, on voulait que l'Internet, qu'on était dans une pleine bulle, on voulait que ça se développe. Au jour d'aujourd'hui, les choses sont très différentes et on cherche à responsabiliser. Et donc, c'est bien de ça dont il est question. Oui, on cherche à les responsabiliser, mais le DSA n'y répond pas complètement, parce que pour responsabiliser les plateformes, il y a tellement de conditions, comme je le disais tout à l'heure, que bien évidemment, elles chercheront et que parfois elles arriveront à y échapper à cette responsabilité des plateformes. Ça paraît évident. Alors la modération des contenus, c'est très bien, mais compte tenu du fait, et c'est une bonne idée, seulement quelles seront les responsabilités des signaleurs de confiance, par exemple? Bien sûr, ils seront là pour signaler, ils seront privilégiés pour signaler les contenus illicites, ça c'est indéniable. Ils pourront le faire, les particuliers pourront le faire, eux pourront le faire, mais on ne leur donne aucune prérogative. À partir du moment où ils signaleront un contenu, dans la mesure où on peut considérer qu'ils ont été déterminés comme aptes à définir que le contenu est bien illicite, on devrait pouvoir bloquer le contenu. Or, aujourd'hui, dans le texte, on ne leur donne aucune responsabilité. Ils signaleront, ils auront une préséance pour signaler un contenu illicite, mais ils n'auront pas les moyens de dire nous sommes les signaleurs, nous savons que ce contenu est illicite, on le bloque. Et on va se retrouver dans des situations où eh bien, il y a des contenus qui resteront le temps que les questions, même si on ne va pas jusqu'à la cour, le temps que les questions intermédiaires se règlent. Et on va perdre beaucoup de temps. Moi, je pense que ce texte, c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que les plateformes ne l'ont pas vraiment dénoncé. Hein. Parce que tout ce que le texte dit aujourd'hui, vouloir imposer aux plateformes, c'est déjà ce qu'on entend, enfin du moins avec Jean-Marie depuis quelques années au Parlement européen comme ailleurs, c'est déjà ce que les plateformes sont prêtes à faire. Donc, bon, la seule chose qui les ennuie, c'est la modération des contenus, à dire vrai. Mais je serais prête à répondre à des questions plus particulières s'il le faut, mais c'est difficile. Oui, on a du temps devant nous. J'ai reçu un message de M. Tardiva qui me dit qu'il sera là à 19h, donc dans une 20-25 minutes. 20 minutes. Voilà. Donc, c'est à vous, hein, cher ami. Oui, alors bon, je voulais remettre les choses un petit peu en contexte par rapport à la directive de 2000 et au fait que on cherche une responsabilité. Moi, j'aurais une question, et je m'adresse aux politiques. C'est est-ce que, là, parce que j'entends bien la critique qui vient d'être émise, mais est-ce que c'est pas stratégiquement, je pense que non, hein, mais une bonne chose pour la Commission de faire passer quelque chose d'acceptable, étant donné la puissance des lobbies qui peuvent être à l'œuvre si on va à l'encontre de ces intérêts phénoménaux. Est-ce que finalement, faire passer un texte, c'est la politique des petits pas, mais est-ce que c'est pas mieux que rien? Si vous le prenez comme ça, c'est mieux que rien, ça c'est sûr. Non, mais je vais vous décrire le spectre que l'on voit. Les deux textes de régulation, de proposition de régulation qui nous sont proposés, DMA pour le marché, DSA pour les services, doivent répondre avec une certaine autorité aux deux questions essentielles que j'ai déjà développées devant vous. Faire respecter les lois du marché européen, d'une part, faire respecter les règles qui s'appliquent aux individus et à la société, d'autre part, en matière notamment de fausses informations, d'appel à la violence, d'insultes, de harcèlement, de négationnisme, par exemple, de stigmatisation, d'islamophobie et de tout ce qu'on veut. Donc, il y a des règles qu'il faut poser. Mon sentiment à moi, c'est qu'il fallait aller plus loin. Je partage évidemment l'idée que Mme Boucart a soulignée avec plus de précision que moi.
c'est qu'il faudrait faire rentrer les plateformes sous le statut juridique d'un média. Alors, je sais, la Quadrature du Net, par exemple, qui dit parfois de bonnes choses et parfois dit des choses que moi je ne trouve pas adaptées à la situation, crie au risque de censure si on régule. Mais c'est une erreur de l'esprit, pour ne pas dire une foutaise. C'est une erreur de l'esprit parce que on sait, par exemple en France, depuis 1881, que l'on peut avoir une presse libre, c'est-à-dire qui débite des informations, d'accord, dans la mesure où cette presse, ces acteurs, les journalistes notamment, sont chargés d'une responsabilité d'expression. Ils ont la liberté d'expression, mais cette liberté est au regard d'une responsabilité. Regardons un instant ce que c'est que cette responsabilité. Il est interdit, encore une fois, de publier un appel à la violence. Aux États-Unis, qui n'a pas les mêmes règles qu'en Europe, on peut, aujourd'hui sur Twitter ou sur Facebook, je crois sur Facebook, appeler à la mort de quelqu'un. Il y a quelques jours, cette plateforme a donné comme consigne à ceux qui travaillent avec la direction, je crois que c'est Facebook, j'espère ne pas me tromper. Oui, c'est Facebook. C'est Facebook, voilà. Dans les consignes qui avaient été transmises par les dirigeants de Facebook, à leur modérateur, on acceptait l'idée que quelqu'un, M. Smith ou M. McDonald ou M. Macmillan, si on veut, disent à mort M. Untel. En Europe, une chose comme ça, et notamment en France, c'est poursuivi immédiatement. Donc, on voit bien qu'il y a besoin de règles spécifiques en Europe qui soient accordées à nos valeurs. Ça, c'est une chose très, très claire et très précise. Si vous êtes sous le statut des médias, vous exercez votre liberté. Il n'y a pas de censure sur les opinions dans la presse. Chacun peut publier ce qu'il veut, mais il ne peut pas franchir un certain nombre de règles qui sont interdites dans la vie réelle. Vous ne pouvez pas, vous, monsieur, vous ne pouvez pas descendre dans la rue et dire à bas les Arabes, à bas les Juifs, à bas les homosexuels, comme ce fut le cas pendant les années 30 en Allemagne. On ne peut pas, c'est interdit, on va en prison ou en tout cas de fortes amendes, bref, on est sanctionné. Eux, pas du tout. Et non seulement ils ne sont pas sanctionnés, mais ils accroissent leur audience, donc leur tarif publicitaire, avec ce genre de choses qui sont quand même vomitives. C'est tout à fait vrai. Vous voyez? Et donc, je pense qu'il faut faire un saut quantitatif dans la régulation, c'est-à-dire qu'il faut poser des règles qui ressemblent à celles de la presse. Moi, je suis très sceptique sur les modérateurs, parce qu'il y a un piège dans cette affaire. Quelle est l'autorité légitime d'un modérateur ou d'une plateforme? On vient de le voir en 15 jours de temps. Monsieur Jack Dorsey, le patron de Twitter, a fait suspendre le compte du président du Venezuela qui avait balancé je ne sais quelle chose affreuse. Et là, on vient d'apprendre hier soir que Twitter ou Facebook, encore une fois, non, je ne sais Twitter, plus. Twitter, merci, avait suspendu 400 comptes, sans doute d'ailleurs avec raison, puisque c'était des comptes de gens, il y avait des personnes qui possédaient plusieurs comptes, qui faisaient de la propagande pro-russe ou pro-iranienne. Très bien. Mais ils ne peuvent pas être jugés partis. Il faut une autorité centrale qui soit neutre. Alors, où elle est chez elle, mais comme les journalistes dans une entreprise de presse, et d'ailleurs, en réalité, les vrais arbitres de la véracité de l'information, c'est les journalistes et personne d'autre, ou alors des juristes. Et il faut une autorité centrale, qu'elle soit dans les entreprises ou dans les pays langue par langue, parce que nous avons même en Europe des cultures différentes selon les pays membres, et qui disent ça, la loi le réprime, sinon ça ne passe pas. Et le vrai problème, et j'en termine, c'est que si vous ne réagissez pas immédiatement, c'est ce que voulait sous-entendre tout à l'heure Mme Bouquet, si vous ne réagissez pas immédiatement, si vous devez vous confronter à tout un arsenal judiciaire, ça va prendre des années, le mal est fait. Il faut que ce soit dans les 12 heures ou les 24 heures que les contenus soient retirés immédiatement ou empêchés de l'intérieur de l'entreprise si c'est possible. Alors, pour compléter ce que vous disiez, Jean-Marie, pour ce qui est de Facebook, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'ils interdisent que l'on puisse
menacer de mort des personnes anonymes entre elles, mais les citoyens peuvent menacer de mort des personnalités et politiques ou de tout autre secteur. Personnalité publique. Public, voilà. Renommée. Voilà. Ouais, enfin, pour moi, c'est le même résultat. Bah, oui, exactement. Et puis pour la modération, on est bien conscient du fait qu'on ne peut pas donner le contrôle, on ne peut pas faire effectuer le contrôle par ceux-là même qui devraient, qui sont contrôlés. Je veux dire, ça colle pas. Mais pour être un peu pour revenir sur la question que vous posiez, Franck, je pense que vous n'avez pas complètement tort. Quand on sait la bagarre, mais la guerre qu'on a passée à la dernière législature avec la directive, pour aboutir à la directive sur le droit d'auteur, où ça a été terrible, Jean-Marie a été menacé, enfin ça a été épouvantable. Hein. Je pense qu'effectivement, quand on en parle, avant que le texte sorte, quand on en parlait un petit peu dans les couloirs avec la commission, je pense qu'ils ont été prudents sur le fait de s'éviter la même chose. Est-ce qu'ils y arriveront? Ce coup-ci, oui, ce coup-ci, oui. Oui, cette fois-ci. Alors, tout dépendra de ce que fera le Parlement, parce qu'en fait, la guerre n'a vraiment démarré sur la directive droit d'auteur qu'à partir du moment où le Parlement a travaillé sur le texte. Mais, donc, ça dépendra de ce que les parlementaires européens auront décidé d'amender. Mais c'est effectivement possible qu'ils aient décidé d'être plus prudents. Pourquoi, chère Colette, et vous, M. Macrel, pourquoi je suis plus nettement ferme? Parce que si maintenant nous ne durcissons pas ce texte, on n'y reviendra plus pendant 10 ans. Autrement dit, vous voyez les dégâts qui peuvent être occasionnés en 10 ans qui vont venir. Vous voyez. Parce que s'il y avait un échec, si c'est insuffisant, je ne vois pas du tout l'autorité politique qui va remettre ça sur le métier. Oui, on revient de toute façon sur la difficulté qu'il y a eu avec cette directive 2019. Moi, je me souviens que c'était parti d'un livre vert 2007. Ça a pris beaucoup de temps. La jeunesse du texte, et pour ces raisons évidentes. Je suis aussi chargé de faire remonter quelques questions, mais en fait, il n'y a pas tout à fait des vraies questions, plutôt des personnes qui marquent le raccord avec ce qui vient d'être dit sur les modérateurs, par exemple. Le parallèle avec la suspension de l'ancien président des États-Unis est évidemment fait assez rapidement. Il y a sans doute quelque chose à faire. Enfin, en tout cas, la question de la manière dont on régule et que vous abordez doit être abordée. Dire c'est du contenu illicite, mais qui décide c'est du contenu illicite? Alors, Colette Boucard nous rappelle assez logiquement que c'est aux législateurs nationaux d'interpréter ce que peut dire l'Union européenne. Mais au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'on est avec... Alors, on a des plateformes qui disent « mais c'est du contrat », et puis je suspends un compte, si j'ai bien compris, je suspends le compte Twitter parce que la personne ne respecte pas les modalités du contrat, mais on a un contrat d'adhésion qui est finalement la loi universelle posée par, on a cité Twitter, on peut citer les autres, mais par l'opérateur privé qui vous dit, ben voilà, j'ai un contrat d'adhésion et la règle est celle-là. Oui. Oui, tout à fait, parce qu'on oublie, je pense, ils sont tellement entrés dans nos vies qu'on les prend pour des institutions publiques. Or, ce sont des institutions de droit privé. Il y a des contrats, on signe des conditions générales qu'on ne regarde pas, mais on les signe. Et à partir de ce moment-là, bah, ils font ce qu'il y a dans leur contrat. Et si quelque chose ne leur convient pas, ils suppriment un compte. Oui. Ce qui veut dire, bien évidemment. Ce qui veut dire, pardon, Colette, ce qui veut dire que si l'Union européenne, dans ses propositions du 15 décembre dont je vous ai parlé et dont le débat va durer pendant 2-3 ans, vous allez en entendre beaucoup parler, hein, chers amis, franchement. Et puis, il faudra prendre position. Enfin bref, il faudra faire en sorte que tout ça avance bien dans le bon sens, c'est-à-dire de la protection de nos libertés et de la protection des entreprises. Il faut bien voir une chose, c'est que les citoyens auront un rôle très important à jouer. L'Institut va d'ailleurs se lancer dans 2 directions. Outre les travaux centraux autour de l'élaboration de textes juridiques
pour adapter le numérique à la charte, et non pas la charte au numérique, la charte des droits fondamentaux, je veux dire, nous allons essayer d'entreprendre 2 autres directions. La première, c'est d'essayer de former, pas nous, mais d'aider à former avec des institutions, et vous voyez à qui je pense, des juristes spécialisés dans tous les aspects du numérique, car il y a une très nette insuffisance d'avancée du droit par rapport à l'avancée et la modernité des entreprises numériques mondiales. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous allons prendre le problème à la racine, et j'appelle d'ailleurs vraiment à nous rejoindre dans l'Institut, c'est-à-dire à vous manifester. Vous allez sur le site. Le site, c'est IDF Rights, ce qui veut dire Institut digital. Oui, des droits fondamentaux du numérique. Institut des droits fondamentaux du numérique, et il a pris un titre britannique parce que nous nous installerons rapidement à Bruxelles, parce que c'est là où est le pouvoir de régulation. idfrights.org, donc le D veut dire digital. Comment? Le D veut dire digital. Oui, absolument. Digital, absolument. Digital Fundamental. J'ai révisé, oui. Donc, si je fais ma publicité, notre publicité, c'est https://idfrights.org. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voulons entreprendre région par région une pédagogie pour les enfants à partir du moment où ils sont censés recevoir des smartphones, une pédagogie de ce qu'est cet instrument, qui est des avantages formidables qu'il nous donne en termes de connaissances, en termes de distraction, en termes de repérage, en termes de tout ce qu'on veut, mais des inconvénients très importants. Si tu prends un smartphone, c'est comme si tu te déshabillais tout nu, réellement nu, devant ta caméra, et quelqu'un d'autre à leur bout te regarde, ou en tout cas sait, et tu ne le sais pas. Autrement dit, je veux développer une culture de la méfiance, de la liberté, de la responsabilité, qui doit commencer par une méfiance de soi-même, pas la méfiance du numérique ni des compagnies, encore que, mais d'abord de soi-même. Nous devons avoir une réflexion sur cet outil. Alors, ça visera les parents, ça visera les enfants, voilà. Et je voulais vous dire ça parce que c'est très important, on ne peut pas en rester là où on en est. Alors moi, je suis un peu frappé par votre utilisation du terme la manière dont vous avancez le terme de méfiance, parce que moi, j'aurais envie d'avoir un discours sur la confiance. Mais il faut avoir l'analyse critique. C'est en fait ça. C'est les deux parties d'un couple. Confiance, ça commence par la méfiance à mes yeux. Méfie-toi de toi-même. N'aie pas confiance en toi-même. Tu fais des choses dont tu ne connais pas la conséquence. Réfléchis. Sache qu'on peut te prendre. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vaste programme, parce que l'enseignant que je suis, comme je suis spécialisé en droit du numérique, il m'arrive d'enseigner à des jeunes informaticiens. Le RGPD, il s'en fiche, mais royalement, c'est très difficile d'arriver à les intéresser. Parce qu'eux, ils disent, bah oui, mes données sont, voilà. Ah, mais dès l'instant que les gens disent oui, je le sais, mais ça m'est égal, très bien, mais c'est un droit, c'est une liberté. Mais ceux dont on peut éveiller la conscience en disant la conséquence de ce que vous faites, la voilà, donc méfiez-vous de ce que vous mettez sur vos machines, eh bien, au moins ça, c'est toujours ça de prix, quoi. Je pense qu'il faut développer, vous comprenez, c'est un peu, il y a une sorte de prosternation devant le numérique depuis une vingtaine d'années qui a même figé un peu comme le Zauberflöte, comme on dit dans les contes, c'est-à-dire qu'on s'est prosterné devant le miracle numérique. C'est vrai, c'est un outil fantastique, mais ça n'est qu'un outil et nous devons le contenir à l'état d'outil. Mais je pense aussi que dans la mesure où le droit de la concurrence européen a quand même ses limites, le RGPD a eu l'avantage de pouvoir mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent de fixer des amendes et d'aller viser au portefeuille ces grandes plateformes, ce qui est plutôt quand même une très, très, très bonne chose. Alors après, on met un temps, le DSA veut essayer, enfin le DMA veut essayer de rectifier un petit peu le problème qu'on a dans le RGPD, c'est que ça prend beaucoup de temps.
Donc, je pense qu'il faudra amender et regarder un petit peu de plus près ce DMA pour pouvoir justement faire en sorte que ces amendes soient payées, soient très fortes et payées plus rapidement. J'ai une remarque par une avocate qui disait, c'était il y a une dizaine de minutes déjà, mais ça passe vite, qui dit tout l'intérêt que le RGPD, des actions que permet le RGPD, parce que on a, Oui. j'ai l'impression que c'est ce qui est dit ici, on n'a Oui. rien d'autre. Oui, oui. Alors oui, que les gens qui devraient être responsables, le RGPD permet de faire quelque chose. Mais bien sûr, oui, 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 tout à fait. Hein. C'est Tout un à fait. outil très important. D'ailleurs, quand on l'a préparé, Excusez-moi, mais il y a Benjamin qui a du mal à se connecter. Je vais me permettre de sortir 30 secondes de la réunion pour voir comment il peut nous rejoindre. Bien sûr. Monsieur Martin Tardiva, oui. Quand on a préparé ce texte au Parlement, à la Commission, pour les non-initiés, je rappelle que les deux législateurs d'un texte européen, c'est le Conseil des États membres, c'est-à-dire les gouvernements, et le Parlement européen, et que la Commission est entre les deux et propose des textes. Quand la Commission nous a proposé ce texte, qui était d'ailleurs plutôt de bonne facture, et d'ailleurs, il faut dire les choses, assez courageux, c'était le premier texte sur un continent, sur la planète. Il n'y en avait pas d'autres, vous voyez. Et des Américains, des parlementaires américains sont venus nous voir pour nous demander comment on avait raisonné pour aboutir à ce texte. C'était quoi votre base? Et on leur a dit la chose suivante, les données, ça va devenir, c'est l'or bleu, c'est l'industrie de demain. Mais attention, personnel, de comportement social et, je dirais, de règles de la démocratie. À force de laisser tirer par les plateformes sur la démocratie, par les complotistes et autres, on voit bien que tout ce monde-là se retrouve sur les réseaux, se coagule sur les réseaux et que c'est dangereux. On l'a vu avec l'histoire du Capitole, mais ça se vérifie bien dans bien d'autres pays, bien entendu. Bien entendu. Autre question, l'avocate que je ne cite pas, parce que je ne sais pas si ça serait RGPD compatible de citer son nom ou pas, mais non, blague à part, elle dit les amendes sont payées et c'est efficace. Alors, les amendes sont payées, pas toutes, hein. Actuellement, il y en a encore en suspens, parce qu'elles font l'objet de contestations, etc. Mais quand elles sont jugées définitivement, elles sont payées, c'est efficace, mais c'est trop lent, c'est très, très, très lent. Il y a des amendes auxquelles je pense qui sont encore en suspens depuis plusieurs années, vous voyez. Et entre-temps, et puis les amendes, il faut qu'elles soient fortes pour qu'elles aient une valeur, une vertu, je dirais, régulatrice. Quand il s'agit d'une amende de 100 000 euros, etc., face à des gens dont le bénéfice annuel, les profits annuels, le bilan d'une société sont de plusieurs dizaines de milliards par an. Donc, en cumulé à travers 20 ans, je vous laisse à penser ce que ça veut dire, hein, tout ce qu'il y a comme possibilité. Autre question que je voulais aborder aussi, c'est un de nos étudiants du CEPI qui la pose, une de nos étudiantes, qui nous dit, je n'ai pas encore lu ces projets DMA, DSA, mais j'ai l'impression que quand même, il y a un millefeuille juridique, c'est son expression. Effectivement, on a une complexité sur les données, parce qu'il n'y a pas que le RGPD, on a le règlement sur les données non personnelles, sur la libre circulation des données, et puis avant ça, on a la directive sur les informations du secteur public, etc., etc. Enfin, il y a une multitude de textes qui fait que peut-être la confiance qu'on évoquait, mais là, la confiance par la technologie, alors que là, je pense plutôt à la confiance par rapport au système législatif, par rapport au droit. Quand on a une telle complexité qu'on n'arrive pas à s'y retrouver, c'est une vraie difficulté. Déjà, dans un état dans lequel chacun de nous vit, puisque vous avez la gentillesse de me signaler qu'il y avait ce soir inscrits et présents un certain nombre de gens qui habitent d'autres continents que l'Europe d'une part et d'autres pays que la France. Déjà, quand on vit dans un état
regardez la complexité de ce que sont nos lois, nous Français, nous Allemands, nous Argentins, nous Africains de Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas les mêmes qu'en Éthiopie, etc. C'est complexe, c'est très complexe. Alors imaginez que pour faire fonctionner ensemble sur des principes généraux, 27 membres, il y a forcément une complexité. Les avocats sont là pour ça et les conseillers sont là pour ça. C'est fait pour et je ne crois pas qu'on puisse faire autrement. En revanche, je pense que la proposition du DSA qui va donc réguler les services numériques, et c'est cette proposition qui va lutter contre la désinformation, contre l'appel à la haine et tout ce que je vous ai énuméré, eh bien, elle doit déporter davantage la responsabilité du message diffusé vers le diffuseur. Parce que sinon, on mettra des journées, des semaines par des services de police ou d'enquête qui sont insuffisamment l'homme ou la femme à l'origine qui a été lancé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre ça en ordre tout de suite. Pour répondre plus profondément à votre question, je pense que maintenant, on pourrait peut-être se tourner, si vous permettez, cher ami, cher monsieur, vers maître Benjamin Martin Tardiva, qui vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il était en ligne sous le nom de Colette, mais parce que sa machine ne doit pas marcher. Alors, si je peux rajouter quelque chose par rapport à la question de la personne tout à l'heure sur le millefeuille juridique que va constituer le DSA, c'est une question que nous nous sommes posée justement avec Benjamin depuis déjà quelques semaines, et je pense que là il était très 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 pris, mais c'est quelque chose sur lequel on avait l'intention de travailler et de faire une tribune pour l'Institut. Donc je pense que là il va pouvoir vraiment effectivement répondre à cette question plus précisément. Alors, bienvenue Maître Martin Tardiva. Merci pour votre présence. J'ai déjà fait les présentations et on est déjà dans une discussion à bâton rompu, donc je vous laisse enchaîner. Alors, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard. J'étais retenu chez un client, j'étais un petit peu perdu. Je suis à Lyon, donc véritablement là, nous voyons que la technologie nous permet de nous rencontrer et d'échanger sur la propriété intellectuelle, donc c'est parfait. Merci de me recevoir. En tant qu'ancien étudiant du CEPI, je suis ravi d'intervenir. Je ne sais pas si je vais pouvoir apporter véritablement des réflexions intéressantes, mais il y avait un point que je voulais faire valoir et partager avec vous sur la propriété intellectuelle, sur ce monde des données, sur ce monde numérique dans lequel nous sommes, sur cette législation qu'il peut y avoir et à laquelle on doit faire face. La première réflexion que j'avais, et j'aimerais bien en discuter avec vous, c'est que nos règles de propriété intellectuelle sont fondées sur un système qui relève de la révolution industrielle, de quelque chose qui est aujourd'hui très daté. Et nous sommes rentrés depuis quelques années dans l'ère du numérique, de la donnée, qui fait que la liquidité face à laquelle nous devons agir fait que par moment, le législateur peut être un peu perdu. Et je peux comprendre, quand j'écoutais tout à l'heure votre réflexion sur le millefeuille qu'il pouvait avoir. N'oublions pas qu'aujourd'hui, si je peux défendre un petit peu la Commission européenne, nous sommes en train de prendre un chemin sur lequel nous sommes fondés sur le RGPD. Il va y avoir maintenant le DSA, le DMA. Il y a une voie qui est en train d'être tracée, qui me semble bonne, même si bien évidemment, nous serons toujours un petit peu en retard vis-à-vis de la technique, et cette technique, elle va aller de plus en plus vite. C'était le premier point de mon intervention, si tant est que ceci réponde à ce que vous vouliez entendre, ou en tous les cas, que ça alimente la conversation. Voilà. J'arrive un peu à froid, hein, là, comme ça. Oui, pas de problème. Est-ce que vous voulez rebondir ou parce qu'il y a plein de questions, hein. Si on prend l'axe propriété intellectuelle, on a des vieilles règles qui marchent encore, hein. Elles fonctionnent encore, elles sont encore applicables, et on voit bien que tout ce qui peut concerner le droit d'auteur a réussi à englober les bases de données, a réussi à englober les algorithmes. La question qui va se poser très rapidement, parce qu'avec l'intelligence artificielle qui va arriver, avec cette liquidité qui va arriver, même si on a pu voir qu'il y avait pas mal de choses qui étaient faites sur les données publiques, sur l'open source, il y a des questions fondamentales qui vont se poser et qui vont s'orienter, à mon avis, vers une première question, et qui est une question fondamentale pour nous, spécialistes en propriété intellectuelle, et que mon professeur préféré, Jean-Jacques Burst, nous a répété et répété quand on était au CEPI, c'était « mais qui est responsable ?» En fait, toute la question de la propriété intellectuelle, elle revient à cette question-là. Si on reprend l'exemple qu'il m'avait cité et que
et dont je me souviens encore, et que je crois que même Maître Greff la reprenait, c'était cette fameuse histoire de l'huile d'olive frelatée, où c'est la première fois qu'on a eu une marque sur des amphores pour savoir qui était le producteur, parce que qui est responsable. Et la propriété industrielle et la propriété intellectuelle peuvent répondre à ces questions. Or, un véhicule autonome avec des algorithmes qui fonctionnent par des algorithmes qui ont été créés par eux-mêmes, par des algorithmes qui ont été créés eux-mêmes par des algorithmes, la question, ça va être qui est responsable. Et cette question qui est responsable, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle va poser une autre question, et là, je vais peut-être laisser la parole à mon ami Jean-Marie Cavada, qui va être qui est responsable, qui est taxable. Qui est taxable, qui est la personne qui va être la plateforme, parce que les plateformes aujourd'hui n'étant plus dans un seul pays, mais dans de multiples pays, comment va-t-on faire d'un point de vue de législation pour pouvoir appréhender tous ces problèmes-là? Problèmes qui vont être multipliés par la vitesse, mais phénoménale. On n'est même plus dans Gutenberg, on n'est plus dans la multiplication de quelques livres, on est dans une multiplication totalement folle. Si je peux me permettre, Benjamin, oui. Le fait que dans le texte de la Commission, on prenne pour base le pays de destination plutôt que le pays d'origine, c'est déjà une avancée. Je trouve. Et ça, c'est un sujet sur lequel Jean-Marie peut vraiment répondre, puisque ça fait quand même plusieurs années qu'il explique à ses collègues parlementaires que l'important, c'est le pays de destination aujourd'hui, c'est plus le pays d'origine. Et ça n'a pas été évident. Donc, je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait ça dans le DSA. Quand on rassemble, ce que vient de dire Benjamin est très intéressant, et ce que vous venez de souligner, Colette, est vraiment bien pointu là. Quand on regarde ce qui s'est passé, on va dire en 20 ans en Europe, alors tout ça est très lent, c'est vrai, mais ce qui est lent, c'est moins lent en matière juridique qu'en matière de développement de technologie. Nous avons perdu beaucoup de terrain en matière de technologie. Alors, je rappelle que nous avons les gens capables de monter de grosses entreprises de technologie, mais ils n'ont pas trouvé les investissements, ils sont partis travailler ailleurs. Mais on a quand même tracé un chemin de régulation qui est vraiment important, ça c'est clair. Sauf que maintenant, il faut faire un saut, je dirais, qualitatif énorme. Il faudrait presque faire en 2 ans de débats qui vont avoir lieu maintenant, une bonne dizaine d'années pour essayer de rendre plus paisibles les relations entre les industries, le capitalisme numérique d'une part, et ceux à qui il est destiné, c'est-à-dire soit les individus, soit les sociétés. Je veux dire, société, je ne parle pas de société économique, je ne parle pas d'entreprise, je parle de la société, soit les entreprises en effet. Et on voit bien, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne reviendra pas dans 3 ans, 4 ans pour faire un même saut qualitatif. Ce n'est pas possible ça, parce que ce sont de tels débats, avec de telles pressions, que naturellement, il faut mettre le balancier le plus loin possible pour essayer que quand il sera un peu moins exigeant, ben, il reste quand même au bon milieu. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut que les débats au Conseil et au Parlement, et rien ne prouve que ce sera comme ça, durcissent la proposition de la Commission sur le DSA. Si la Commission n'a pas pu aller plus loin, c'est naturellement du fait des pressions qu'elle a subies. Je vous rappelle quand même, parce que tout ça est gentil d'en parler de façon abstraite et esthétique, je vous rappelle quand même que le patron de Google, monsieur Sundar Pichai, avait fait, lui ou son prédécesseur, ce n'est pas très clair, avait fait un texte, c'est-à-dire une note pour ses collaborateurs, indiquant par quels moyens on pouvait déstabiliser le commissaire européen qui était en train de préparer une législation. Elle a été publiée en France il y a 2 mois à peu près, ou 3 mois, dans Le Point. Je ne sais pas si elle a été publiée ailleurs en Europe, mais c'est très probable. Donc, tout ça ne sont pas des enfants de cœur. C'est un rapport de force qu'il faut imposer au capitalisme numérique. Je rappelle encore une fois que tous nos propos ne sont pas dirigés contre cette merveille de technologie qui a changé nos vies, mais puisqu'elle a changé nos vies, est-ce qu'il s'agit de changer les branches d'un arbre ou de couper le tronc? Et encore une fois, ce ne sont que des outils dont la loi doit prévoir dans toute l'acception de ces termes, qui doivent rester des outils au service des individus, au service de la société, au service des entreprises. Et c'est peut-être pour ça aussi que la Commission européenne, dans sa proposition, est restée assez vague, notamment par exemple sur les définitions et sur un certain nombre de points,
peut-être pour ne pas que la Cour de justice se retrouve un moment enfermée dans l'obligation de ne pas pouvoir avancer parce qu'elle sera obligée de se conformer au règlement. Mais en restant assez général dans ses propos, ça permettra sans doute à la Cour de justice de s'adapter aux avancées numériques qu'on risque de connaître qu'on connaît tous les jours. Je pense que ça aussi, il faut y faire attention, parce que quelquefois, le bien est l'ennemi du mal. Il y a d'autres opinions, interventions, cher ami? Oui. Vous avez mentionné la réglementation sur les données ouvertes et une de nos participantes, après dûment vous remercier pour la qualité de votre propos, pose la question suivante, vous demande vos réactions, votre avis sur l'impact de la réglementation sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment dans le cadre du positionnement de l'Europe dans un contexte globalisé. Voilà, c'est soit Colette, soit Benjamin. Moi, je vais bien écouter avec plaisir. Colette, il va falloir qu'on retrousse un peu nos manches là. Oui, je vous laisse commencer, Benjamin. Vous avez pris du retard. Sur l'accès aux données publiques, il y a eu de très gros efforts qui ont été faits et effectivement, pour les chercheurs et pour le domaine de l'éducation et de la formation, nous avons aujourd'hui un système qui nous permet d'échanger des données et d'avoir, entre guillemets, un petit peu de côté une propriété intellectuelle qui pouvait être considérée comme un frein. Certes, c'est une position qui ne peut être que défendue dans le cadre de l'idée générale selon laquelle la propriété intellectuelle doit être un moteur pour l'innovation et pas un frein. Ça, ce sera le premier point de mon intervention. Le deuxième, il est plus par rapport à effectivement cette balance qu'il doit y avoir entre ce qu'on appelle le secret d'affaires, le savoir secret d'affaires, on va parler de secret d'affaires, et ce qui a une valeur, qui a aussi, et je reviens toujours sur ce mot, parce que j'y tiens beaucoup, sur cette liquidité qu'il doit y avoir, où on doit effectivement aussi permettre aux opérateurs de détenir et de pouvoir progresser avec une certaine, on va dire, une avance. On va dire une avance d'un point de vue sur les marchés, d'une avance capitalistique. Oui, elle sera, cette ouverture des données, bénéfique aux chercheurs. Oui, si tenté, et là, c'est là où j'aurai le petit bémol, et Colette, je vais vous passer la balle si vous me le permettez, si tenté que tout le monde joue le jeu. Et tout le monde ne joue pas le jeu. Et beaucoup d'organismes, notamment en France, des organismes des collectivités territoriales, ne jouent pas le jeu aujourd'hui de l'ouverture des données. C'est un véritable sujet parce qu'il y a encore un précaré, et voilà. Colette, à vous. Alors, là, je suis un petit peu prise de court. Là, je dirais que je regardais la proposition de l'acte sur la gouvernance des données là, que la Commission européenne a proposé. Effectivement, le problème de la circulation des données, pour que les données puissent être publiques, puissent circuler de façon sécurisée, il faut d'abord qu'elles aient une haute valeur de circulation, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faut pouvoir, comme on l'a fait dans le secret des affaires, vous avez raison, s'en tenir à ce qui est essentiel, de façon à ne pas dévoiler des secrets d'entreprise ou des questions très personnelles qui pourraient après nous suivre toute notre vie et nous être préjudiciables. Mais alors, elles ne jouent pas le jeu parce qu'elles entrent immédiatement comme on n'a pas défini cela, on est ou dans la vie privée, et là on n'en sort pas. Et elles se retranchent derrière les notions de la vie privée pour ne pas donner d'informations. Et puis, je pense qu'on le veuille ou non, les données ont du mal elles ne sont pas ouvertes parce qu'elles quand elles sont agrégées, elles ont un prix. Et que bien évidemment,
Et que bien évidemment, on essaie aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même les institutions publiques essaient d'en sortir le plus grand bénéfice. Alors peut-être le bénéfice des chercheurs, vous avez raison, mais certainement pas que le bénéfice des chercheurs. Et à partir de là, l'idée que la Commission européenne veuille mettre en place, par exemple, un guichet unique avec un tiers de confiance, l'idée n'est pas mauvaise. Ça permettrait alors leur idée étant de pouvoir permettre aux citoyens de mettre leurs données sur un site qui serait sécurisé, de façon à ce que chacun puisse, tous les chercheurs puissent utiliser un certain nombre de données qui seraient sécurisées. C'est l'idée générale du texte de la Commission. Mais qui seront ces régulateurs de confiance, quoi, ces tiers, oui, bien sûr. Ces tiers de confiance, qui seront-ils? Est-ce que vraiment on ne risque pas de se retrouver entre les mains de GAFAM bis, en quelque sorte, parce qu'ils auront à leur tour toutes les informations dont ils auront besoin pour pouvoir les monnayer. Enfin, c'est complexe pour moi, là, je n'y vois pas encore bien clair. Il y a un point qui est très intéressant avec ce sujet sur l'accès aux données publiques, qui est bien sûr l'accès aux données produites et aux données collectées par un État, par exemple. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point où on peut aller un peu plus loin, et c'est là où Colette et M. Cavada vont revoir un peu mes lubies. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin. C'est-à-dire que si jamais je dois avoir accès à ces données publiques, c'est que je dois aussi avoir accès à l'explication des algorithmes qui sont utilisés par les États. Et l'explication d'un algorithme, c'est bien sûr le côté explicatif, celui pour lequel je me bats énormément, parce que je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait aussi une communication de savoir comment est-ce qu'on me traite. Comment est-ce qu'on me traite mes données? Autrement dit, si on prend un exemple, on peut prendre deux exemples en France qui sont assez connus. C'est pour nos étudiants étrangers. Il y a la première question qui est en France primordiale, c'est les impôts. Donc, comment est-ce que l'algorithme calcule et comment il fait qu'à un moment donné, détaillant, il faudrait qu'on m'explique, qu'on détaille comment l'algorithme fonctionne au niveau du ministère des Finances. Et puis, il y a un deuxième aspect que peut-être nos étudiants étrangers ne connaissent pas, c'est le système que nous avons pour pouvoir choisir ses études supérieures lorsque l'on a le bac. On doit s'inscrire à un système informatique. Ce système informatique dans lequel on rentre nos données personnelles, enfin les données personnelles de nos enfants, et après, il va y avoir des choix qui vont être faits. On connaît approximativement comment l'algorithme fonctionne, mais en fait, derrière, on ne sait pas exactement quelles sont les règles qui sont appliquées par chacune des universités pour pouvoir sélectionner ou refuser les étudiants. Et il y a un refus de ce qu'on appelle ces black box, les black box qui sont les endroits où on ne veut pas révéler la façon dont ça fonctionne. Et effectivement, il va y avoir un débat très important sur ces données publiques et cette explication qu'il doit y avoir. Alors, ce que vous disiez, Benjamin, est intéressant parce que on m'a posé la question il y a 2 jours concernant l'utilisation et la transparence des algorithmes, puisque c'est quand même ce qu'on demande dans le DSA, c'est que les plateformes puissent nous communiquer la façon dont elles se servent de leurs algorithmes. Et la question, c'était, mais ne va-t-on pas se heurter au secret des affaires ? Et je trouve que, voilà. Bon, alors là, la question, c'est très simple. C'est que, bon, est-ce qu'ils seront tentés de le faire? Peut-être que le savez-vous, je ne sais pas s'ils ont déjà tenté cela, mais ça me paraît quand même un peu risqué, en ce sens que on a besoin de leurs algorithmes et de leur modération, de connaître leur modération, parce qu'ils font des abus de pouvoir ou parce qu'ils maintiennent de façon excessive des contenus. En fait, c'est pas vraiment une question c'est plutôt une question concurrentielle qu'une question de droit des affaires. Et prendre le risque qu'un juge les désavoue sur ce sujet-là, est-ce qu'ils oseront aller jusqu'au bout? Je ne sais pas, mais c'est vrai que la question reste ouverte aujourd'hui. La transparence, c'est notamment dans le DSA, quand on commence à voir la position des plateformes, c'est essentiellement là-dessus qu'ils réagissent. Ils ne veulent surtout pas donner la façon dont ils règlent leurs algorithmes. Ouais, ça, c'est sûr. Je pars. Allez-y, Benjamin, allez-y. Juste un dernier point, Jean-Marie, si vous me le permettez, très très rapide. C'est en plus de ce côté d'explication,
et pour reprendre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marie, à propos du président de Google, le président de Google a lui-même admis qu'en matière d'intelligence artificielle, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Ouais. Ils jouent avec des trucs, mais ils ne savent pas trop. Donc, ils ne sont même pas capables eux-mêmes de savoir exactement et de s'expliquer à eux-mêmes. Donc, à nous expliquer à nous. C'est d'autant plus intéressant. Ces trous dans la raquette qui commencent à se creuser. Il y a cet exemple que vous citez dans un domaine connexe. J'ai fait allusion tout à l'heure à la comparaison devant les congrès des 3 pays la semaine dernière. Eh bien, Jack Dorsey a reconnu, sous la question extrêmement incisive d'un représentant, je ne sais plus si c'était un sénateur ou un député, je me demande si ce n'est pas Ciciline, mais enfin bref, il a reconnu pour la première fois publiquement, puisque c'était retransmis, que la plateforme était responsable. Et ensuite, il a ajouté, bien sûr, nous ne sommes pas les seuls, à propos du Capitole. Hein. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls, il y a le contexte politique, sous-entendu, et il a chargé Trump au passage, évidemment, mais il a reconnu sa responsabilité. C'est tout à fait intéressant parce que voici une base sur laquelle vous, les juristes, vous allez pouvoir peut-être continuer à gamberger. J'avais jamais entendu ça, jamais. Et parlant des données, je crois que ce serait intéressant de dire 2 mots sur le marché des données que l'Union européenne envisage, ou en tout cas sur laquelle elle réfléchit, faire un marché des données en Europe, des données des Européens. Vous avez peut-être d'ailleurs des opinions sur ce sujet à Strasbourg, non? Je veux dire, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des opinions là-dessus? Moi, je voulais revenir sur la question telle qu'elle a été posée. Moi, je ne la lisais pas exactement de la même manière que vous. En parlant des données publiques et des données ouvertes, je pensais plus aux données elles-mêmes qu'aux algorithmes. Et dans un contexte, la position de l'Europe dans un contexte globalisé, moi, je songeais plutôt à une question qui serait celle de dire est-ce une bonne idée d'ouvrir les données publiques à tout va, alors que ceux qui ont les moyens de les traiter, ce ne sont pas des entreprises européennes. Autrement dit, à un moment, on a un discours qui nous dit on va ouvrir les données, ça va permettre de créer des startups en Europe, alors qu'en fait, les premiers à être capables d'exploiter ces grosses masses de données, ce n'est pas des startups européennes. Non, vous avez tout à fait raison. Moi, j'avais compris la question comme ça. Je voudrais d'ailleurs rappeler quelques principes sur cette affaire des données. Donc, je vous disais à l'instant que les Européens songent à un marché des données. L'Institut pense, alors ceci va s'étayer de mois en mois, puisqu'il y a déjà des contributions qui ont été proposées sur ce sujet par certains de vos confrères juristes, hein, notamment Maître Jean-Pierre Spitzer, si je me souviens bien, qui préside le comité Europe de notre Institut. L'Institut pense que les données n'appartiennent pas à l'atmosphère, elles sont incessibles et constitutives de l'individu. C'est une propriété de l'individu comme un de ses éléments constitutifs. Mon identité, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance, etc. Mon numéro de sécurité sociale, cette chose, on est presque déjà dans la marchandisation de données qu'il ne faut d'ailleurs, à mon avis, pas, qu'il faut à mon avis, ne pas circuler tout et n'importe comment, même si c'est déjà largement entamé. Mais si l'Europe envisage un marché des données, pour quelles raisons? Les données de chacun d'entre nous, individuellement, n'ont aucun intérêt. Comme le dit souvent Colette, mes données, vos données, ça n'a pas d'intérêt. Les données de l'ensemble de la population regroupée, là, c'est formidable pour ceux qui veulent exploiter commercialement ces choses, parce que leur agrégation, leur tri, leur ciblage, bref, tout ce qui est nécessaire au commerce de la vente du savoir-faire, du savoir commercial, du savoir qui va servir à vendre des produits, etc., sans compter ceux qui pourraient se servir de ça pour réguler une sorte de surveillance ou d'organisation de masse. N'excluons pas ça, hein. Le monde n'a pas été vertueux pendant 20 siècles. Eh bien, ce marché des données, à mon avis, ne peut s'appuyer que sur du consentement d'individus. Je suis d'accord pour que mes données fassent partie d'un marché. Ça ne me gêne pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord, eh bien, il faudra qu'on respecte mon désaccord sur cette affaire. Et ce que je dis là s'applique aussi aux données publiques, bien entendu. Et donc, tout cet aspect du futur marché des données européen
au marché européen des données, pardon, pour l'instant approcher en profondeur. Il y a beaucoup d'aspects qui sont sur le côté encore et sur lesquels il faudra que nous trouvions des autorités morales, juridiques pour traiter ces affaires et je dirais, développer publiquement une doctrine ou en tout cas des références sur lesquelles ceux qui nous regardent et ceux qui nous écouteront peuvent fonder leur propre jugement à eux. Mais l'exemple que vous nous donniez, et je crois que vous en avez fait une tribune sur notre site, Benjamin, de la vaccination et d'Israël en ce qui concerne les données, est quand même extrêmement Oui, il y a eu explicite. il y a un choix très clair d'Israël et du gouvernement israélien d'échanger les données et donc de donner ces informations-là au laboratoire en échange de plus de doses, en échange d'une vaccination massive, en échange d'un avantage par rapport à d'autres pays. Et alors, des différentes discussions que j'ai pu avoir avec mes amis israéliens, il y a eu un débat, certes, mais il n'a pas duré très très longtemps parce que les doses sont arrivées très très vite. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on a très très vite compris que cette marche, cet or bleu qu'il pouvait y avoir, servait à quelque chose et en fait le débat s'est un peu éteint tout de suite. Comme dirait un président que nous avons eu, ça a fait pchit. Et le débat n'a pas été si tendu que ça. Ça a été tendu pendant une petite semaine, 10 jours. Voilà. Mais... Il faut dire que ça se passe aussi dans un pays qui a l'habitude des comportements de guerre, c'est-à-dire trancher non pas entre les nuances, mais j'allais presque dire entre la vie et la mort. C'est encore ce que me disait un ami israélien ce matin, qui habite d'ailleurs, qui est un citoyen franco-israélien. Il me dit, ça, chez nous, la question est très vite tranchée parce qu'il faut vivre, il faut survivre. C'est exactement ça. Exactement ça. Je pense, cher ami strasbourgeois, que nous avons assommé notre auditoire, s'il en reste encore, non? Non, il y a encore pas de questions. Non, alors allons-y. Non, pas tant que ça, mais il y a des remarques et des sujets qui reviennent. Alors moi, un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup, et je voulais avoir votre tour d'expérience ou de réflexion là-dessus, c'est que je me demande toujours si c'est la bonne manière que de parler de données, enfin, de prendre le problème sous l'angle données et pas sous l'angle tuyau, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut faire le marché unique numérique et qu'on veut faire de la circulation de données, et qu'on a un principe de libre circulation des données, ce n'est pas tant les données qui sont intéressantes que ce que j'appelle un principe d'interopérabilité, ce que je vois nommé de plus en plus comme principe par la Commission européenne. Et je me demandais si ça avait été une question qui s'était posée à vous à un moment, parce que l'interopérabilité, ça existe dans une vieille directive, la directive sur les programmes d'ordinateur en 1991. Et puis, c'est quelque chose qui revient régulièrement. On en a parlé au ministère de la Culture il y a quelques années. Et à mon avis, c'est un sujet qui reste actuel, dont on va reparler dans les années qui viennent. Et je me demandais si c'était une manière d'aborder, enfin, si c'était envisagé d'aborder les choses de cette manière, ou du point de vue de la Commission, ce n'était pas une manière de raisonner ou, Mais ça fait partie du DSA, Franck. La demande de l'interopérabilité. Donc, effectivement, c'est à l'ordre du jour. Et qu'est-ce qu'il nous dit le DSA sur l'interopérabilité? Il voudrait, effectivement, il est très favorable à l'opérabilité. Je trouve que c'est certainement pas une mauvaise chose, sauf que, comme vous le disiez, ça va multiplier la dispersion des données, bien évidemment. Ouais. Mais c'est le seul inconvénient de l'interopérabilité quand on sait les avantages que ça aura à côté. Oui, d'accord. Okay. Ça faisait partie des questions qui revenaient, mais c'est par certains de mes étudiants, parce que je leur en parle, je sais pourquoi ils posent la question, parce que c'est moi qui ne leur en parle. Mais ne vous en faites pas, on a senti votre patte à travers toutes les observations. Là. Non, pas du tout. Alors là, derrière les lèvres surgit le professeur. Il y a des personnes que je ne connais pas du tout, qui posent des questions, des avocats. Autre question,
Sur la question de l'investissement, alors là aussi, pardon, hein, mais ça vient du CEPI, c'est question de propriété intellectuelle. D'ailleurs, on a perdu Benjamin. Oui, je ne sais pas où il est, Benjamin. De route, il s'est déconnecté, alors qu'il aurait eu sans doute un avis éclairé. Enfin, vous êtes vous aussi, mais vous êtes complémentaires. Non, mais c'est vrai que Benjamin est très au fait de toutes ces questions. Voilà, j'ai dans les questions, enfin, quelques remarques sur la question de la fiscalité. Mais, bon, sur la question de la fiscalité. Ça, c'est vous, Jean-Marie. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer là-dessus. Oui. Quand vous dites des remarques, elles vont dans quel sens? Elles disent quoi? De dire on a affaire à des gens qui ne payent pas leurs impôts. Oui, voilà. Bon, voilà, des choses. Oui, écoutez, ça fait partie des choses dont le Digital Market Act doit s'occuper sérieusement. Étant entendu que nous, Européens, nous sommes à la fois volontaristes, mais pas très bien placés. Volontaristes parce que c'est insupportable que ces compagnies ne payent pas d'impôts alors qu'elles utilisent des services publics, des investissements des contribuables français, pour ne parler que d'un pays, ou bien allemand, pour développer leur commerce, leur business, les entrepôts, enfin tout ça, l'électricité, l'énergie. Ils payent naturellement leur compteur d'électricité, mais pas les canalisations qu'il a fallu faire pour qu'ils puissent tirer. Oui, enfin, bref, ils utilisent des services publics dans un pays, des services généraux, on va dire, et ils ne payent pas d'impôts. C'est tout à fait insupportable. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas bien résolu la question, parce que selon l'endroit où ils se posent, les pays européens n'ont pas la même fiscalité. Il y a quand même 3-4 paradis fiscaux en réalité en Europe, il faut le dire, hein, l'Irlande étant chef de file, le Luxembourg pas mal placé du tout, les Pays-Bas et même de temps en temps l'Autriche, pour ne parler que ces pays. Encore, je n'ai pas bien mis mon nez dans l'Europe centrale. Alors, je ne vous parle pas de Malte, qui est une vraie passoire, enfin, oublions tout ça. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est compliqué. C'est pour ça que la négociation que les Français ont poussée en avant, et avec raison, j'étais d'ailleurs très actif dans cette affaire, parce que c'est insupportable que ces gens ne payent pas d'impôts, surtout quand on voit les bénéfices qu'ils réalisent. Encore une fois, sur des territoires, sur des consommateurs nationaux des 27 pays membres. Et quand nous avons poussé cette idée auprès du gouvernement français, qui lui-même a mis un pied dans la porte, comme vous le savez, Bruno Le Maire en l'occurrence, pour essayer de faire poser la question. C'est Macron qui s'en est chargé lors du G7 il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, 2 ans. Et en fait, les Américains et les Français se sont mis d'accord pour que ce soit l'OCDE qui traite cette question en profondeur, ce qui est une bonne chose. Naturellement, l'OCDE subira la pression d'un certain nombre de pays qui veulent la fiscalité la plus basse possible. Mais ça ne fait rien, le principe sera posé, et une fois qu'on a franchi le guéridon, une fois que le pied a été poussé dans la porte, alors c'est une très bonne chose, nous aurons gagné. Là. Nous aurons gagné. Après, on verra ce que ça donne. Hein. La Commission européenne a lancé une consultation sur la taxe du numérique auquel l'Institut va répondre là, dans les jours qui viennent, parce que je pense qu'ils vont essayer de se saisir de ce sujet-là eux aussi. Très bien, merci beaucoup. J'aurais une ultime question. J'ai plus de questions dans les... Ou alors, amis auditeurs, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, parce que là, pour l'instant, dans la file de questions, j'ai plusieurs remarques qui se ressemblent, hein, donc je fais la... D'accord. Mais j'aurais une ultime question qui m'intéresse à titre personnel. C'est je crois que c'était le début de votre discours, enfin, quelque chose qui est central dans votre discours, c'est le niveau d'investissement sur les données, sur le cloud. Quelque chose que Maître Martin Tardiva doit bien connaître, c'est la directive sur les bases de données. On la réévalue, mais on est dans le statu quo, alors que pour moi, pour le spécialiste en propriété intellectuelle, c'est la législation qui est tournée, qui est centrée dans l'objectif et le niveau d'investissement dans le marché de la formation, comme on l'appelait à l'époque, dans le marché de la donnée, comme on l'appelle aujourd'hui. Est-ce que c'est... Alors, je pense que ça doit être à l'agenda de la Commission dans la deuxième partie de l'année, mais est-ce que ça fait partie de votre réflexion? Est-ce que c'est quelque part dans les tuyaux législatifs
Voilà, parce que cette question d'investissement, pour moi, j'entends bien Jean-Marie Cavada qui dit, mais la donnée, qui raisonne beaucoup sur la donnée personnelle. Et ici, on parle plutôt d'ensemble de données qui ne sont pas forcément des données personnelles. On a un règlement sur les données non personnelles. Je raisonne sur la donnée personnelle en attendant, dans le deuxième semestre, d'être beaucoup plus complet sur les données, soit administratives, soit des entreprises, puisque nous sommes seulement en train de former nos comités spécialisés dans le domaine de l'économie. D'accord. C'est pour Benjamin Oucolette, cette question, non? Pour Benjamin. Je ne sais pas si vous entendez, je suis revenu, j'ai été absent pendant quelques instants, je n'étais pas, ça s'était déconnecté, mais ça, c'est les miracles du cloud. Et pour en venir à ces questions du cloud, justement, il y a un projet que vous connaissez très probablement, qui est le projet Gaia-X, qui va être le cloud européen, ou en tous les cas, qui va avoir quelque chose qui est né et qui va peut-être plus qu'officiellement et plus qu'une belle devanture, apporter des solutions. C'est clair qu'il y a un investissement qui doit être fait sur cette partie-là. C'est clair qu'on doit pouvoir proposer des services. C'est clair, et si je dois revenir un tout petit peu sur cette image, encore une fois, de liquidité, ce n'est pas un barrage, mais c'est un filtre. Et c'est clair que ces filtres-là, on a, pendant un petit peu trop longtemps, filtres du côté du cloud ou du côté des bases de données, parce que ce ne sont que des filtres, on a laissé un peu la main aux GAFAM, et j'ai l'impression qu'on est en train de reprendre la main. Et que, alors c'est mon côté peut-être avocat et défenseur des droits, on va dire. J'ai une présomption d'innocence et une présomption de me dire qu'on est en train de prendre les choses dans le bon sens cette fois-ci. On ne l'a pas toujours fait, ça n'a pas toujours été le cas. On a la chance d'avoir un commissaire européen qui est M. Breton, qui s'y connaît, qui est français. On va avoir une présidence française bientôt. On a toutes les chances de l'autre côté avec des textes qui sont plutôt bien faits, qui réfléchissent dans le bon sens et qui ont pris, on va dire, qui ont mis de côté la naïveté dont nous avons pu avoir, voilà, dont on a pu nous accabler et dont on a bien fait de nous accabler d'ailleurs. Voilà ce que je peux dire rapidement là-dessus. Je suis d'accord avec vous, dernier point sur cette protection des bases de données, parce que les bases de données, c'est le filtre. C'est le filtre. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question, mais voilà, voilà les premiers points que je peux vous donner comme ça. Mais ça mériterait de très amples développements sur d'autres types de données que les données personnelles. Et bien évidemment, il y a les données économiques et ainsi de suite. Ainsi de suite. Je suis d'accord. Bien sûr, bien sûr. Oui, non, moi, pour moi, c'est un sujet de recherche. C'est clairement, si quelque part on pouvait résumer, c'est le bon sujet de recherche pour aujourd'hui. Le bon sujet de recherche dans les années 90, c'était la télédiffusion. Là, Oui, on a changé de monde. On a changé de monde. Voilà. Voilà. Et la directive base de données date des années 90. Oui, c'était d'ailleurs très important parce qu'on avait besoin de ce type de protection et par le code de la propriété intellectuelle et certaines jurisprudences françaises, on a fait pas mal d'avancées donc aussi. Encore une question. Bon, avec le CEPI, c'est des questions de propriété intellectuelle, hein, vous avez compris, surtout d'un collègue que je ne citerai pas, mais qui est directeur général du CEPI, qui est spécialisé en marque, et qui pose la question, est-ce que l'objectif des textes, des deux textes qui sont discutés, qui sont prévus, le DMA, DSA, c'est une responsabilité qui est générale ou est-ce qu'on raisonne encore par branche, l'article 10, comme pour l'article 17 de la directive droit d'auteur. Alors lui, il a une question plus précise sur l'article 11 de la directive marque sur les actes préparatoires. Mais bon, voilà, la question générale, sans trahir son propos, sa question, pour permettre d'engager la responsabilité de ce qu'on appelle intermédiaire technique, ou des plateformes qu'on appelle aujourd'hui comme ça. Est-ce que la logique, elle est d'une responsabilité générale ou est-ce qu'on est encore dans une logique pointilliste, je dirais? Moi, je vais apporter un premier élément de réponse qui est un peu, qui corrobore ce qu'a dit Maître Martin Tardiva tout à l'heure. Incontestablement, l'Europe est soucieuse depuis un long moment d'organiser à la fois
son marché, mais aussi les conditions de diffusion et en tout cas d'atterrissage des données par rapport aux citoyens. Quelle est l'influence que tout ça a et qu'est-ce qu'il faut changer? C'est presque la première fois, c'est une des premières fois en tout cas où je vois mener parallèlement deux types de grandes préoccupations. L'organisation de règles pour ce qui concerne les contenus et l'organisation de règles pour ce qui concerne le marché. Il y manque, mais ça va venir avec la répartition du plan de relance, les règles d'un investissement massif afin que les Européens puissent avoir l'argent pour créer les outils dont on a besoin, parce que c'est ça qu'il faut. Le nerf de la guerre, c'est ça. Mais c'est probablement la première fois, je parle sous le contrôle de Colette et de Benjamin, c'est probablement la première fois, en tout cas une des premières fois où l'Europe prend le problème dans sa globalité. Oui. Après, dans sa globalité, il y a trois grands secteurs que je viens de nommer. Celui de la contrainte du marché imposé aux compagnies internationales et notamment au numérique, aux GAFAM, est sans doute le plus avancé parce que d'une certaine manière, c'est plus simple et ça ne touche pas des principes moraux qui sont difficiles à quantifier et à rendre juridiquement concrets. Mais en même temps, vous voyez bien que tout ce qui concerne la réflexion et la proposition du DSA sur les contenus, c'est comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est quand même la fin de la naïveté. On peut le prendre par où on veut, c'est clair. Et puis restera à régler rapidement le problème de la massivité des investissements, parce que ça demande probablement entre 500 milliards et davantage. Les Américains se sont lancés sur ce sujet sur des plans énormes. Et nous avons une faiblesse un peu en Europe, c'est que l'argent, les capitaux privés en Europe sont rares et sont, comment dirais-je, sont plutôt tournés vers les États-Unis, l'Asie, et même maintenant l'Afrique. Et l'Europe est un peu à la traîne et il va falloir prendre des décisions pour rendre plus fluide et avoir un apport massif de capitaux privés qui viendront valoriser les investissements publics de façon à ce qu'on ait des entreprises qui aient une taille d'une part et surtout le cloud auquel je pense, dont on a absolument besoin pour conquérir un élément fondamental de notre souveraineté. Voilà globalement ce que m'inspire votre question. Mais pour répondre à la question de votre collègue plus précisément, Franck, je pense que Jean-Marie a raison, le texte est beaucoup plus global. D'abord, il est clairement dit dans le DSA que la directive droit d'auteur gardera toutes ses spécificités. Et par ailleurs, quand il n'est question dans le DSA, si on prend par exemple les contenus illicites, ça regroupera sans doute un peu des contenus, ça regroupera des contenus de propriété intellectuelle, mais aussi la contrefaçon, le piratage, ça va regrouper tout cela. Alors après, l'article 17, par exemple, quand vous en parlez de la directive droit d'auteur, le point s'est cristallisé à partir du moment où les négociations sont entrées on est entré en négociation au Parlement. Je ne sais pas ce que ça peut faire au niveau du DSA. Peut-être qu'il y aura des amendements ou des demandes ou des paragraphes qui seront réinjectés dans le texte qui feront que ou les ayants droit ou les entreprises ou les organisations de marque ou les GAFAM viendront immédiatement se polariser. Ça, c'est possible. Mais honnêtement, je pense qu'effectivement, le texte est beaucoup plus s'adresse à beaucoup plus de secteurs et donc est plus général. Et surtout, ce que disait Colette avec juste raison, et j'insiste là-dessus parce que, en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle et formé au CEPI, le contenu illicite, donc la contrefaçon, ouais. Le DSA va nous donner une arme. Ah oui. Alors, si on pouvait jouer sur les mots, c'est un petit peu fort, mais il est un peu tard. Allez, c'est une arme de destruction massive. Hein. On va enfin pouvoir agir contre ce qu'il y a sur ces énormes plateformes où on n'y arrive pas. Objectivement, même si on avait des arguments juridiques sérieux, il nous baladait. Et là, on a enfin, grâce au DSA, en espérant bien sûr que grâce au long processus que nous allons vivre, il n'y ait pas d'amendements qui font qu'à un moment donné, le contenu illicite va être restreint à la peau de chagrin. Mais là, aujourd'hui,
Moi, je lis le texte, je suis content en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle. oui. Je suis content. Le DSA, je suis content. Alors, Oui, sur la contrefaçon et sur le droit des Oui. marques, ça va être une vraie Ça va- avancée. Ça va être bien. Je vais pouvoir enfin faire je vais obtenir des résultats là où j'avais de la peine. Ça va plus facile. Du chagrin ou de la peine à obtenir des résultats? Alors, Les pas de deux. chagrin vis-à-vis de ces personnes. Bon. Bon, c'est une question plus générale qui est posée que j'hésitais à vous faire remonter parce que finalement, là, vous êtes très enthousiaste, mais en vous disant peut-être que derrière, à Bruxelles, il y aura de telles négociations que on va se retrouver avec un texte qui dit une chose et son contraire, avec un texte vidé de sa substance, etc. Et il y a plusieurs questions dans le chat là-dessus. Est-ce que l'Europe est en mesure d'imposer quelque chose à ces GAFAM? Alors, l'Europe, c'est pas. Allez-y, je vous en prie, Benjamin. Oh non, c'était pour vous dire que le grand spécialiste pour ce genre de trajet communautaire, c'était M. Cavada. Alors là, pour répondre à cette question-là. Ah oui, c'était pour me filer le bébé. Écoutez, je vais m'adosser un peu sur Colette aussi. Alors, je vous donne d'abord la parole, Colette, si vous permettez. Après, je conclurai après, puisque c'est visiblement une des dernières choses. Alors, oui, ça arrive très, très souvent que les premières moutures comme ça qu'on a d'un projet de rapport ou d'un projet de directive ou d'un projet de règlement, il y ait des amendements qui soient votés, surtout que le DSA va s'adresser. Alors, on ne sait pas encore si la commission IMCO sera au fond toute seule ou s'il y aura une codécision avec jury. Ça va être décidé prochainement, c'est très politique. Mais quoi qu'il en soit, énormément de commissions vont avoir des avis. Chaque avis va être voté, puis suivant la procédure, il y a des avis où on pourra, où le rapporteur au fond pourra dire je les prends pas, ou je les prends, ou je prends ça, ou je prends pas. Et il y a des avis où il sera obligé de reprendre le texte tel qu'il sera. Si bien que suivant ce que le rapporteur, ce qui sera voté au fond, on risque effectivement de se retrouver avec un premier texte où il peut y avoir des choses et son contraire, ça peut arriver. Ça arrive quand on est après, quand on travaille sur les compromis, sur la présentation du rapport. Je vous parle après quand on travaille sur les compromis avant le vote en plénière, etc. Là, déjà, on a repris un certain nombre d'éléments qu'on a de façon à les ramasser et à éviter qu'il y ait des contradictions. Quand le texte arrive en plénière, en général, il y a peu de contradictions. C'est possible, ça peut arriver. Mais après, il repart en négociation entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Et là, il faut quand même le dire, on est entouré de juristes dont c'est la spécialité. Et on négocie des mois et des mois pour savoir, évidemment, sur un mot, si on va être d'accord pour le conserver ou l'enlever. Mais en général, on a des textes. Les directives et les règlements sont globalement des textes cohérents, parce que les juristes et le Coreper, il va derrière. Enfin, je veux en dire, tout y est pour que les textes soient cohérents à la fin. Même si au départ, il y a des anachronismes. Pour tous ceux qui nous ont regardés ou qui nous regarderont, puisque nous mettrons sur les réseaux ce travail que vous avez enregistré vous-même, chers partenaires CEPI, je voudrais rappeler ce que c'est que faire une loi. C'est d'abord un rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut, comment dirais-je, connaître le sujet, si l'on ne veut pas voter des bêtises. Et il y a un nombre très limité de gens par sujet qui le connaissent vraiment. De ce point de vue-là, il faut d'ailleurs convenir que les lobbyistes, parfois, contribuent à informer le législateur de choses qu'ils ignorent. Moi, j'ai appris beaucoup de choses quand on a voté, par exemple, la directive REACH sur le comportement des industries chimiques en matière de destruction de l'environnement. Il y a des choses que j'ignorais. Il y a des lobbyistes des industries chimiques qui nous ont appris des choses, qui nous ont aussi, qui sont venus pleurer dans nos poches, mais ça, il n'y avait pas besoin de les suivre. Puis il y a aussi des des militants de l'écologie ou des scientifiques de l'écologie qui nous ont appris des choses qui étaient exactes. Et donc, de ça, vous faites une sorte d'ensemble et puis vous essayez de vous tourner vers les personnes qui, dans votre groupe politique ou dans les autres groupes, parce que moi, j'étais
très transpartisan, je ne suis pas un type très partisan de la vie, pour avoir une opinion qui soit saine et donc voter. Comment ça se passe? Les textes sont d'abord négociés, discutés, le rapporteur, comme a dit Colette, puis il y a un premier levier de passage, hein, une première digue, c'est le vote en commission spécialisée, la commission parlementaire. Quand on parle de commission, ne confondons pas la Commission européenne, qui fait partie de l'exécutif, si je puis dire, enfin qui est entre, oui, et les commissions parlementaires. La commission parlementaire, elle vote. Puis ensuite, donc ce sera les commissions dans le cas qui nous soucie sur DSA, DEMA, puisque plusieurs commissions seront pour avis, peut-être 2 seront sur le fond, enfin bref. Puis, le résultat de ce vote arrive en session plénière. 751 députés, alors au Parlement européen, il y a toujours 700, 710, 15 votants. Il y a des malades, il y a quelques faiblards, il y a une dizaine de paresseux, il y a ceux qui sont en mission. Et donc, il faut franchir la majorité en séance plénière de ces 750 ou de ces 720 pour que le texte soit adopté. Quand il est adopté ensuite, ou il est adopté une première fois, ou bien il y a une nouvelle négociation qui s'ouvre pour le rendre adoptable par les différentes parties qui s'y opposaient. En général, c'est pour affaiblir le texte, c'est rarement, ou parfois aussi pour le consolider, ça arrive dans les deux sens. Supposons qu'il y ait un deuxième vote en plénière. À partir du vote en plénière, les représentants du Parlement ont dit la loi. Commence alors une dernière séquence qu'on appelle le trilogue. Et contrairement, par exemple, en France ou dans d'autres pays européens, ce n'est pas l'exécutif qui écrit ce qu'on pourrait appeler les décrets d'application. Ce sont les 3 autorités, c'est-à-dire les représentants du Conseil des États, les représentants de la Commission européenne et les représentants du Parlement qui se mettent autour d'une table. Ça dure d'ailleurs la moitié de la nuit, parce qu'à Bruxelles, il y a une maladie, une pandémie très grave qui fait qu'on ne négocie que la nuit, c'est sans doute pour affaiblir la bête et les opposants. Donc ça commence à 7 heures du soir, ça se termine à 3 heures du matin. Et ceux qui pensent qu'on vit dans une cage dorée se trompent. Si vous allez dans un trilogue, les sandwichs sont absolument infâmes, il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup, il n'y a rien à boire, l'eau est... Enfin bref, ça épuise la bête, mais au moins, on y va. Et quand la dernière étape dont je vous parle, le trilogue est signé, est adopté, eh bien, il revient devant là où les commissions spécialisées, qui confirment qu'il est d'accord, et ça revient pour un deuxième vote définitif, celui-là, devant l'Assemblée plénière. Donc, c'est vous dire qu'on en a pour 2-3 ans, quoi, vous voyez. Alors, je voudrais, pour terminer, un élément de conclusion, si vous m'y autorisez. Notre rôle, votre rôle, vous législateurs, moi qui suis avec une petite connaissance juridique, mais assez faible, heureusement, les meilleurs sont avec moi. Et puis, quel regard je jette sur ces affaires? Un regard de l'évolution de l'histoire de l'Europe. Donc, c'est un regard politique au sens de Tocqueville, au sens de Robert Schuman. Et permettez-moi de dire, et surtout pour les Strasbourgeois qui sont là, qui connaissent ça encore mieux que d'autres, quand on a créé l'Union européenne, et avant ça, le marché commun, et avant ça, Robert Schuman disant « plus jamais cela ». Il parlait des tortures, des ravages de 3 guerres en 70 ans, et notamment de l'industrialisation des massacres de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait déjà trouvé son champ expérimental dans la Première Guerre mondiale. Quand il a dit ça, les gens pensent que c'était seulement plus jamais les horreurs industrielles de la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je pense que ce n'est pas ça uniquement qu'il a dit. Il a voulu montrer, surtout le long du Rhin, les peuples qui ont vécu le long du Rhin, le long du Danube et même du Pô. Il a voulu montrer que l'histoire de 20 siècles de ce continent européen avait été faite de gens de bonne volonté qui avaient fait progresser des valeurs de vivre ensemble, de régler les conflits autour d'une table et pas avec des arbalètes, des canons et des bombes, des camps de concentration, des rafles et la destruction dans un univers de folie de race supposée, qui était en fait tout ce qui ne plaisait pas. Non, il a voulu dire, voyez, notre chemin à nous, gens du continent européen, c'est un progrès incessant
de siècle en siècle de gens qui tantôt sombrent dans la guerre parce que les adversaires, les gens qui veulent régler par les conflits sont plus forts que ceux qui veulent régler par la paix autour d'une table. Mais vous voyez, au final, la courbe, elle est ascendante. Plus jamais cela, c'est ça que ça veut dire. Et nous voici là tout d'un coup devant une révolution technologique qui dépasse tout ce que l'homme a inventé jusqu'à présent. Tout ce que sa science à l'homme lui a permis, lui a remis entre les mains. Tout ce qu'il a su inventer et fabriquer. Le problème de la responsabilité de l'outil par rapport à l'humain, il avait déjà été un peu posé, pas avec l'électricité, même pas avec le chemin de fer. Il avait été posé lors de la découverte de l'atome, la plus petite partie de la matière, ou en tout cas à l'époque, avec lesquelles on a fait de très bonnes choses et avec lesquelles on a fabriqué des horreurs, les bombes. Il avait été posé de façon plus pointue lors de la découverte de la plus petite partie de la matière humaine, le gène, et surtout de son séquençage. Mais là encore, on était presque encore uniquement dans l'outil inventé par l'homme qui ne pourrait pas prendre la place de l'homme. Certes, on pouvait un peu modifier avec le gène, mais enfin, l'homme restait maître. Pour la première fois, l'homme a inventé un outil dont une partie des fonctions, un outil qui peut remplacer une partie des fonctions de l'homme. Et notre responsabilité politique au sens, encore une fois, des humanistes comme de Tocqueville, des Lumières comme d'aujourd'hui. Il est de bien veiller par une organisation de nos règles, et c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe. Il est de veiller à ce que cet outil reste un outil dans tous les cas de figure et quelle que soit son intelligence, ses performances, et que nous prenions les précautions de le réguler afin qu'il ne nous dirige pas. Or, il n'est pas si loin que ça de pouvoir diriger une partie de nos comportements de consommateurs. En agrégeant des données, finalement, on sait comment se comporter. On peut même, je dirais à la limite, organiser notre comportement de consommateur, de citoyen, avec la voiture, dans plein d'endroits. Mais aussi de penser, et c'est là où c'est beaucoup plus grave. Vous voyez bien que tout le débat sur les fake news, tout le débat sur l'agitation complotiste et autres qui déferlent sur les réseaux. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis la chute de la cité grecque, des forces hostiles à la démocratie ont trouvé une agora planétaire. Planétaire. Jusque-là, c'était des meetings dans des endroits ou des écrits qui circulaient. Maintenant, ça touche à l'intime partout à travers le monde. Et pour la première fois, l'homme a créé des outils de transmission de la pensée ou du contrôle de masse qui ont un rayonnement planétaire. Facebook, c'est 1,7 milliard de comptes. Twitter, c'est des centaines de millions de comptes, etc. L'audience planétaire du bien et du mal nous oblige à avoir un recul. C'est avec le recul du bien de l'histoire qu'il faut traiter ces questions pratiques maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir personne n'est hostile. Je ne suis pas hostile au numérique, loin de là. Je suis hostile au comportement du capitalisme numérique actuel avant qu'il ne fût vraiment régulé. Voilà. Après un tel discours, il me revient la charge de rebondir. Non, il me revient la charge de vous remercier pour cette séance de ce soir. J'avais commencé avec mes quelques mots introductifs en évoquant l'idée de synergie entre ce qu'on fait à l'Institut IDF Right et ce que nous, au CEPI, à l'Université de Strasbourg, au laboratoire de recherche, dans les conférences que nous organisons, nous faisons. Je crois que ça confirme et que je pourrais aussi conclure encore sur cette idée de synergie. On s'est retrouvés sur des questionnements, certains pour lesquels on n'a pas de réponse, et il faut continuer d'en discuter. Donc j'espère je pense que nous trouverons d'autres occasions d'en parler. En tout cas, pour ce soir, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant et pour nous au CEPI qui sommes... alors quand on est juriste au propriété intellectuelle, on est un peu atypique comme juriste. On est parfois vu comme des juristes un peu bizarres. Donc moi, je suis
personnellement, mais pas que moi, on est très heureux d'arriver à organiser ce type de conférences que moi je nomme décloisonnantes, c'est-à-dire qui ne sont pas des conférences faites par des juristes pour des juristes entre juristes, mais où on s'adresse à un public plus large. Le sujet de ce soir le mérite, la propriété intellectuelle aussi, mais en tout cas, je crois que c'est important la démarche qui est menée de votre côté, et puis ce que nous, on essaye de faire à notre niveau. Donc, merci encore. Il me reste à terminer par une page de pub. Parce qu'au CEPI, on a quelques conférences au mois d'avril, et donc je vous rappelle à toutes et tous que le 13 avril, nous organisons une journée entière de conférences en ligne avec le barreau de Paris en droit des brevets, intitulé « Quel degré d'harmonisation du droit des brevets en Europe ?» L'idée étant de comparer la pratique de l'Office européen des brevets et la jurisprudence nationale française. On a une conférence le 15 avril, alors c'est un séminaire avec le président de la CNCPI, M. Roland, sur le code de la propriété intellectuelle de demain. Je le dis de mémoire, mais je pense que c'est bien l'intitulé exact. Et puis, une autre conférence organisée par Yann Bazir, le 26 avril, et je parlais de décloisonnement, propriété intellectuelle et pop culture, le 26 avril. Et là, on essaie de rafraîchir un peu, de dépoussiérer certaines matières juridiques à l'aide de cet outil de la pop culture qui parle à tout le monde. Voilà. Et je précise, puisque alors bon, là, ce soir il y a des francophones, mais ça sera une conférence qui sera traduite simultanément en anglais, donc qui s'adresse au monde entier, et qui sera en ligne. Donc voilà. Pardon pour la page de publicité du CEPI, mais encore une fois, je voudrais vous remercier, Madame Boucart, Monsieur Cavada, Monsieur Martin Tardiva, mes remerciements pour ces propos échangés ce soir. C'est nous qui vous remercions, et vous êtes vraiment des partenaires extrêmement agréables parce que ça marche. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci mille fois à tous. Bonne soirée à tous alors. Merci encore, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Au revoir, à bientôt.